Bonjour à tous, Christelle Soric, coach marketing. On est dans un nouveau podcast pour les échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Charles-Olivier Forget, qui a à peu près 10 ans d'expérience en marketing, puis maintenant, il s'est bâti sa propre entreprise Subconscience. Fait qu'avant qu'on rentre dans notre sujet où aujourd'hui, on va parler plus de fidélité et rétention de clientèle, bien évidemment, je vais vous présenter Charles-Olivier. Bonjour Charles. Salut Christelle, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu c'est quoi ta spécialité et c'est quoi ton entreprise? Oui, absolument. Donc, j'ai découvert au fil des années qu'il y a énormément d'entrepreneurs en marketing, des agences en marketing, par exemple, qui se spécialisent en acquisition. Puis moi, j'ai décidé de travailler à l'autre bout de la ligne, donc de me spécialiser en fidélisation, c'est-à-dire de travailler avec la base de clients existants et de voir comment on peut générer de la croissance à même la clientèle existante. Oui, c'est important l'acquisition, mais je pense que c'est tout autant important, la fidélisation, ce qui est souvent aussi une branche qu'on appelle le marketing relationnel. Parce qu'on le sait, ça coûte pas mal plus cher aller chercher des nouveaux clients que d'essayer de fidéliser sa clientèle actuelle. Oui, absolument. Puis ce qui est génial avec de travailler la clientèle actuelle, c'est que tu as souvent un début de relation avec eux. Donc, tu peux prendre le pouls, tu peux les contacter, tu peux accumuler de la donnée, tu peux mieux les connaître pour ensuite adapter tes stratégies ou même voir tes produits, ton service. Ce qui permet justement, ça coûte exactement moins cher de travailler avec une clientèle actuelle, puis tu as beaucoup plus de data sur eux. Parfait. Si tu avais expliqué, dans le fond, c'est quoi de la rétention de clients, c'est quoi de la fidélisation, ça serait quoi dans tes propres mots? Oui, bien, en fait, la rétention, c'est très simple, c'est simplement de garder ton client. Puis la fidélisation, c'est une manière d'arriver à rétentionner ton client. C'est sûr qu'il y a deux écoles de pensée par rapport à fidélisation et rétention. Moi, j'aime les placer ensemble. Au niveau de la fidélisation, on parle souvent d'expérience client. On parle souvent de relation client. Donc, c'est deux concepts qui vont de pair. L'expérience amène à une relation plus forte qui amène à la fidélisation en bout de ligne et finalement à la rétention. Donc, tout ça s'agence dans une belle et grande stratégie. Je pense que peu importe la grosseur de ton entreprise, tu devrais toujours te demander, est-ce que mon client vit une belle expérience? Est-ce que ma relation avec mon client est sur plusieurs variables? C'est super important, par exemple, que ta relation avec ton client ne soit pas juste une question de prix. Parce que si ton client vient juste le voir parce que tu as des bons prix, bien, à la seconde qu'il y a un concurrent qui a peut-être un meilleur prix, bien là, la fidélisation s'arrête là. Donc, il faut se poser la question, c'est quoi mes forces? C'est quoi les variables qui font que mon client m'aime? C'est pas très, très différent d'une relation personnelle dans la vie. C'est vrai. Mettons qu'on prend l'exemple d'une entreprise de service, OK? Parce que c'est différent quand même, services et produits, on ne vend pas de la même manière, ce n'est pas les mêmes objectifs non plus. Fait que prenons, mettons, une entreprise de service. C'est sûr que si tu as un service à vendre, bien, généralement, ça va être du one-on-one que tu vas avoir. Fait que l'expérience client à la première vente est importante, mais si tu veux que la personne puisse revenir puis retravailler avec toi au travers du temps, c'est là qu'on va parler de fidélisation de clientèle pour que celle-là puisse revenir et revenir. Oui, absolument. Écoute, en service, c'est un excellent point. La nuance est mince, mais il y en a une. En service, le côté humain est encore plus important. On parle souvent des 5 P, par exemple, le 5e P étant les humains. Il est important, oui, dans le produit, mais il est tout autant important en service. Puis en service, surtout en B2B, par exemple, c'est encore plus important la relation qui amène à la fidélisation. Donc, tu apportes un excellent point. Il faut toujours se poser la question, on est dans quelle industrie, qu'est-ce qu'on a du produit, du service, on est en B2B, en B2C. Puis, j'aime dire aussi de regarder ton cycle de vente pour bien connaître tes clients, puis comment ils pensent, comment ils agissent. Il faut que tu comprennes c'est quoi leur cycle d'achat, mais il faut que tu comprennes ton cycle de vente de l'autre côté pour adapter tes stratégies de contact et la relation client. Oui, c'est clair, parce qu'on s'entend que chaque personne n'a pas le même cycle de vente. Il y en a qui ont besoin de faire des soumissions, de travailler longtemps, de développer une relation de confiance. Après ça, le client, il va avoir, dépendamment de la business, il peut avoir beaucoup d'étapes avant que la personne décide de travailler avec la personne en tant que telle. Ça peut passer par les réseaux sociaux, les infolettes, les techniques de reconnaissance de la personne aussi, mais selon le domaine, c'est souvent différent. Fait que c'est vrai que c'est important pour savoir comment tu vas t'assurer que ton client va rester. Il faut savoir comment il achète aussi, puis c'est quoi son cycle. Oui, exactement. Puis ça touche exactement à ce que j'aime appeler mon coffre à outils. Dans mon coffre à outils, il y a toute l'analyse des bases de données, l'analyse, l'intelligence marketing qu'on appelle. Par exemple, il y en a qui utilisent aussi le terme intelligence d'affaires, mais intelligence d'affaires, ça englobe
toutes les divisions dans ton entreprise, y compris les opérations, la comptabilité, etc. Moi, je m'en tiens à l'intelligence marketing qui est de mieux comprendre tes clients et de mieux comprendre aussi tes concurrents. Puis, Qu'est-ce que tu veux dire par mieux comprendre tes clients et tes concurrents? Ben, c'est deux branches séparées, mais qui finissent par converger à la fin. D'un côté, tu as de la donnée au niveau de ta clientèle, donc tu accumules des transactions, tu développes un CRM, ou c'est peut-être juste en Excel, ou c'est peut-être même papier, peu importe ta méthode, tu as de l'information sur tes clients. Parenthèse ici, un CRM, c'est un Custom Relationship. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire sur le M, management. Fait que dans le fond, c'est comme un outil qui te permet de tracker justement tes clients pour être capable de mieux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait puis où ils s'en vont aussi, avoir un meilleur suivi. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais fait aussi un podcast avec François. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire de son nom de famille, mais je m'excuse, mais François qui faisait justement, il mettait en place des CRM. Lui, c'était le côté technique un peu. Fait que c'est vrai que c'est important d'expliquer tout ça. Fait que maintenant qu'un CRM s'est expliqué, je te laisse continuer. Ouais. Écoute, je veux même ouvrir une parenthèse sur ta parenthèse. CRM, pour moi, puis je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, c'est une culture d'entreprise, beaucoup plus qu'un logiciel. Il faut que tout le monde comprenne que d'accumuler de l'information au niveau de la relation client, c'est super pertinent, puis il faut l'utiliser à bon escient. Ce qui revient à mon point que quand tu accumules de l'information sur ta clientèle, ben, tu veux pas, tu apprends à mieux la connaître. Tu apprends à savoir comment lui parler, les bons canaux, le bon message, ses besoins, ce qui permet d'optimiser la relation client puis de parler dans ses mots. Et par la bande, bien, de fidéliser puis même de créer des ambassadeurs. N'importe quelle entreprise, que ce soit dans le service, dans le produit, vise à fidéliser ses clients pour développer des ambassadeurs. Puis après ça, eux, pour 0 $, ils vont parler de toi puis ils vont t'amener de la clientèle. Quand je parle de croissance à même ta base de clients existante, essaie de créer des ambassadeurs. Ça, c'est le rêve ultime de n'importe quelle petite entreprise ou même des grandes entreprises. Parler de mon entreprise, amenez-moi de la clientèle. Fait que, sans fidélisation, c'est un des buts ultimes, c'est sûr. Puis, c'est toujours intéressant de découvrir comment arriver à ça à partir de la donnée. Puis, ça s'applique autant pour les petits que les grands, parce que des grands qui ont plus de données ou de noms ou d'informations dans leur base de données, ils vont juste transformer ça en automatisation parce qu'à un moment donné, ce n'est pas gérable en manuel. Puis les plus petits, bien, juste avec un fichier Excel de base qui te permet d'avoir, mettons, cette cliente-là, tu l'as rencontrée dans une chambre de commerce puis elle portait un ensemble bleu, je dis des niaiseries, mais la prochaine fois que tu y parles, bien oui, c'est vrai, tu étais habillée comme ça, mais ça aussi, ça l'aide à développer les relations. Fait que je pense que c'est important aussi de mentionner que les CRM ou les données clients ne sont pas juste bons pour les grosses business. Au contraire, les petites PME ou même le travailleur autonome peut l'utiliser et peut l'exploiter aussi. Ben, c'est un excellent point, puis je me bats un peu là-dessus. Souvent, l'intelligence marketing ou d'affaires, c'est pensé pour les grandes entreprises. Puis moi, j'aimerais ça tenter de démocratiser ça. Puis il y a d'autres consultants qui le font, j'en ai croisé d'autres. Je pense qu'on est une petite gang à essayer de faire ça en ce moment. C'est accessible aux PME, puis même aux travailleurs autonomes. Et il y a des choses au niveau de la donnée dans un Excel, comme tu dis, qui te permettent de déterminer. J'ai envie de vous lancer un exercice. Êtes-vous capable aujourd'hui de dire c'est qui vos 5 meilleurs clients? Êtes-vous capable de trouver 4 à 5 clients qui ne sont pas venus ou ne vous ont pas contacté depuis 1 an? On pourrait développer une stratégie de comment les recontacter, que ce soit par une promotion si on est plus dans le produit ou que ce soit simplement par un appel de courtoisie si on est plus dans le service pour prendre des nouvelles. Des fois, tes clients qui ne t'ont pas contacté, puis là, tu détermines tout ça, c'est qui ces clients-là, puis comment les contacter à partir de ta base de données. Là. Ta base de données, ça peut être juste un petit Excel, un petit Word ou même des notes papier que tu mets en Excel. On peut rester très basique. Donc, d'un côté, c'est qui ton top 5 clients, puis c'est qui ton top 5 qui est dormant, que j'appelle. Donc, qui n'est pas venu te voir depuis longtemps, puis que tu pourrais peut-être tenter de réactiver. Donc, ça, c'est le côté apprendre à mieux connaître ses clients, puis à partir de ça, il y a énormément de stratégies qui pourraient permettre de générer la croissance. Vous avez probablement dans votre donnée des insights, de l'information qui dort, qui d'ici quelques semaines pourrait vous générer une certaine croissance. Parce que les clients qui sont dans notre base de données, c'est des clients qu'on connaît, qu'on a déjà eu une interaction, qui ont déjà acheté un service ou un produit. Fait qu'après ça, c'est la meilleure donnée. Puis, je fais l'exercice souvent par rapport avec mes employés, pas mes employés, mes clients qui ont des bases de données, justement. Puis, la première affaire, ils n'ont pas de clientèle, mais ils ne font pas de suivi sur les anciens clients. Fait que même des fois, quand on retourne en arrière,
bien, ça a un impact majeur. Je donne un exemple. J'ai une cliente qui est dans le domaine du médical. Puis, elle avait toute sa liste de clients, elle, super organisée. Elle avait une belle base de données, mais elle n'exploitait rien pantoute. Première affaire qu'on a regardé à faire quand on était rendu à cette partie-là, c'était de contacter, tu sais, elle a payé une secrétaire qui fait des appels de prise de rendez-vous, mais juste recontacter ceux qui n'avaient pas pris de rendez-vous dans la dernière année. Puis c'est fou comment ça s'est booké, les semaines d'appels instantanément. Parce que le monde oublie. Tu sais, moi, j'ai pris un rendez-vous une fois chez ABC électronique là, pour mon ordi. Si personne ne me rappelle pour savoir si mon ordi est correct, je l'oublie, tu sais. Exact. C'est vraiment ce qu'on appelle de réactiver sa base client, puis c'est un excellent point. Puis je pense que tout le monde devrait faire le point quelques fois par année via sa base de données Tout à fait. pour découvrir qui qu'on peut ramener dans le business. Puis vous seriez surpris, vous en contactez 100, je suis sûr qu'il y en a 5 à 10 qui vont venir minimum. 5 à 10 qui te connaissent déjà, que tu n'as pas, à part du temps, oui. tu n'as pas à investir d'argent pour aller les rechercher. Exact. Donc, puis il y a aussi l'automatisation. Oui, absolument. Là, avec les MailChimp, les HubSpot, puis même plusieurs logiciels CRM de ce jour te permettent d'automatiser des tâches dans un an, d'envoyer automatiquement des anniversaires, des joyeuses fêtes ou ça fait un an qu'il n'y a pas d'info qui est rentré dans le CRM. Bien là, ça t'envoie une tâche à toi-même. Tu vas dire, lui, ça fait un an que tu n'as rien fait avec, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a moyen d'automatiser plein de choses aujourd'hui, puis c'est ça qui est génial. Les logiciels pensent à notre place. Oui, c'est clair. Il faut quand même les programmer et les setter pour qu'on leur dise quoi penser, là, mais... Exactement. Puis c'est vrai que ça fait une différence dans le résultat final puis dans les ventes parce que, comme on disait juste avant, ton client, une fois qu'il te connaît, bien, il est déjà pré-vendu. Fait qu'à moins d'avoir une mauvaise expérience, bien, ça permet justement de restimuler ton client qui va refaire affaire avec toi. Oui, exact. Puis, si je peux enchérir sur ce qu'on disait, il y a des exemples que j'aime dire à mes clients un peu pour leur ouvrir l'esprit par rapport à l'utilisation de la donnée. Souvent, c'est une question très, très simple. Vos clients, c'est plus des hommes ou des femmes? C'est vrai. Là, intuitivement, probablement des femmes, probablement des hommes. Mais si on y va au niveau de la donnée, là, il faut absolument que la personne ait rentré un petit M ou un petit F dans son logiciel à chaque fois qu'il y a une transaction, puis il faut savoir le sexe de la personne. Mais la plupart, probablement, de tes clients et de mes clients font affaire avec des agences pour de la publicité Facebook, de la publicité Google ou autre. Puis il y a souvent un visuel dans cette publicité-là. Il y a un message, il y a un canal, il y a une cible qui est développée en arrière. Oui. Bien, si tu sais si ta clientèle est plus des hommes ou des femmes, via ta base de données, tu peux optimiser et mieux cibler tes campagnes publicitaires, donc avoir un meilleur retour sur investissement sur ton 1000 $ que tu as mis sur Facebook ce mois-ci. Ça, c'est une variable, bien qu'une. Mais imagine si on regarde toutes les variables, toute la donnée que tu as sur tes clients, comment tu peux optimiser le 1000 $ que tu as mis ce mois-ci sur Facebook pour probablement ramener des clients ou amener même de la nouvelle clientèle. Tout à fait. J'adore travailler avec la donnée pour justement optimiser les campagnes, optimiser tes stratégies marketing. C'est ça qui est le fun du monde d'aujourd'hui. Par rapport à, tu sais, moi, quand j'ai commencé en pub, j'ai quand même commencé en web, mais on faisait beaucoup de print à l'époque aussi. Mais on n'avait pas toutes ces réelles données-là. C'était des données approximatives. Tandis que là, aujourd'hui, ben, c'est dans ton CRM ou dans même ton logiciel de comptabilité, c'est vraiment tes vrais clients. Tu as des vraies informations. Quand tu vas sur Facebook, tu as des vraies statistiques. Fait qu'on est capable tellement d'avoir des éléments chiffrés aujourd'hui que c'est important de pouvoir les exploiter. Puis c'est des vraies données. C'est plus des approximations comme quand on faisait de la pub dans les magazines à l'époque. Bien, il y en a encore de la pub dans les magazines, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, ça c'est sûr. Puis ce qui est génial avec ce que tu viens de dire, c'est que ça réduit le risque. Sur l'investissement. Ça optimise tes décisions. Donc, je reviens à mon exemple. Pour le même 1000 $, tu risques d'avoir pas mal moins de risques puis pas mal plus de résultats juste parce que tu t'es basé. L'intuition, il faut toujours la garder en business. Ça, c'est super important. Il y en a plein qui se basent sur l'intuition. Moi, le premier. Mais j'adore un peu rassurer mon intuition avec de la donnée. C'est ça qui est génial. Puis ça, c'est accessible aux travailleurs autonomes et aux PME, pas uniquement aux grandes entreprises. Oui, parce que c'est pas si compliqué que ça de se ramasser. Si tu avais, mettons, un conseil à quelqu'un qui a besoin de commencer à ramasser de la donnée là, comment tu lui suggérais? Qu'est-ce que tu lui suggérais de faire? As-tu des logiciels clés ou juste pour quelqu'un qui commence à récolter ça?
Écoute, le plus simple, je dirais, de débuter avec un Excel ou de voir comment son système de caisse ou son système de compte, peu importe le système que tu utilises pour tes transactions, mais à chaque fois que tu as un contact client, que ce soit une transaction, que ce soit un appel, que peu importe, il faut que tu colliges cette donnée-là à quelque part. Moi, j'aime beaucoup proposer ce qu'on appelle, d'un côté, un plan d'acquisition de données, mais aussi un plan de gouvernance de données, parce que c'est beau accumuler la donnée, puis rentrer nom, prénom, sexe, ville, et qu'est-ce qu'elle a acheté, pour quel montant, à quelle date, etc. Là, les variables sont nombreuses. Mais au niveau de la gouvernance des données, c'est souvent un enjeu. Puis je reviens avec cet exemple-là plusieurs fois. Si tu as 4-5 employés qui rentrent toute la donnée de comment ils pensent que c'est bien, mais tu peux te retrouver avec le nom de la ville de tes 1000 clients écrit de 42 manières différentes. Ou tous les prénoms et les noms de famille écrits en majuscules. Donc, dans ton, oui, un plan d'acquisition de données, à chaque transaction, il faut que tu trouves un moyen, que ce soit automatique ou manuel, dépendamment de ta grosseur, d'accumuler ta donnée. Puis moi, un petit Excel peut faire la job pour débuter à très, très bas prix. Mais par la suite, ça te prend vraiment un plan de gouvernance de données pour t'assurer que ta donnée, dans 5, 10, 15, 20 ans, elle va continuer à être utilisable. Parce que si tu rentres de la donnée un peu tout croche, pardonnez-moi l'expression, ben dans 5 ans, tu vas avoir un méga nettoyage, ça va te prendre un programmeur ou peu importe pour ramener ta base de données à quelque chose de potable, d'utilisable. Donc, c'est super important de penser dans le temps comment ma donnée va évoluer puis va vivre. Puis, ben, au niveau de l'acquisition de données, moi, j'encourage à accumuler, oui, tout ce qui est démographique, l'information au niveau de la personne, de l'humain que tu rencontres, mais après ça, ben, le montant de la facture moyenne, la fréquence d'achat, on peut faire des modèles par rapport à ces deux variables-là. Après ça, on peut prédire en mettant des dates sur 2-3 ans, si on se projette dans le futur, on est capable de prédire, de savoir les périodes fortes de l'année, à quel moment il y a des plus grosses factures, des plus basses factures. On pourrait même dire, OK, aujourd'hui, il faisait beau. Quand tu accumules la donnée, tu peux dire journée ensoleillée, journée nuageuse. Puis éventuellement, tu vas peut-être découvrir une tendance que quand il mouille, ben, tu as plus d'appels ou tu as plus de ventes. Donc, c'est peut-être ces journées-là que tu vas pousser tes posts Facebook et tes publicités. Le monde, ça, c'est une variable parmi tant d'autres. Puis, un autre point que j'adore. C'est quand même une variable qu'il faut qu'on pense d'avance à récolter pour être capable de l'utiliser, savoir si ça va être nécessaire ou pas. Fait que c'est vrai que des fois, ça peut sembler long et lourd au début, mais si on voit avec toutes ces données-là qu'il y a une différence, bien là, on va voir le fruit de nos efforts puis à quoi ça servait. De là à se faire un plan d'acquisition de données, puis je pense que tout le monde est capable de au moins se déterminer un 15 à 20 données, peut-être une dizaine si on ne veut pas voir ça trop gros, mais faites-vous un Excel, là. Chaque ligne est un client, chaque colonne est une variable. Ça peut commencer comme ça. Là. Ça peut être super simple. Ou télécharger un rapport à partir de votre système de compte. Ça peut se faire de manière quand même très simple. Essayez de faire l'exercice. Peut-être essayer de trouver 5 à 10 variables dès aujourd'hui que vous voulez analyser. Ça inclut, c'est sûr, le courriel, parce qu'aujourd'hui, ça prend le courriel. Puis souvent, on entend encore du monde dire « je n'ai pas de courriel ». J'y crois, ça existe, mais la plupart des organismes gouvernementaux d'aujourd'hui te demandent un courriel pour t'inscrire à différentes choses. Donc, la plupart du temps, c'est parce que les gens ne veulent pas le donner, puis je comprends, ils ne veulent pas être bombardés, mais on essaie d'avoir le courriel, on essaie d'avoir le plus d'informations possible sur nos clients. Donc, le petit défi que j'ai envie de lancer, c'est si vous ne faites pas déjà de l'acquisition de données, fixez-vous un 5 à 10 variables en commençant par, oui, l'adresse, le sexe de la personne, peut-être une information monétaire au niveau du montant de la facture, peu importe. C'est vous qui connaissez votre clientèle. Quand je fais des plans d'acquisition de données, bien, ils sont personnalisés à chaque entreprise parce que chaque entreprise est différente, chaque clientèle est différente. Puis chaque type d'entreprise va vouloir augmenter les ventes d'un certain créneau. Si je pense, mettons, à un domaine dans l'esthétique, bien, c'est deux éléments qui font pareil. Il y en a une qui veut peut-être, ses objectifs, c'est peut-être d'augmenter ses ventes en ligne de produits, puis l'autre, c'est peut-être d'augmenter ses services en soins médico-esthétiques, exemple. Fait que les objectifs peuvent être différents, même si la business est la même. Oui, absolument. Par contre, quelque chose qui peut venir biaiser les résultats, c'est de se fixer des objectifs de pourquoi on va accumuler la donnée. Par exemple, si on se fixe un objectif pour augmenter telle catégorie de produits ou catégorie de services, on risque d'être biaisé au niveau de la donnée qu'on accumule, puis de penser qu'on a juste besoin de cette donnée-là, puis d'en oublier d'autres. Moi, j'aime mieux dire accumuler de la donnée at large, le maximum, puis après, en faisant des tableaux de bord, puis en nettoyant tout ça, tu vas peut-être avoir des insights, tu vas peut-être découvrir qu'il y a un produit que tu ne vends pas, que tes clientes t'ont parlé à peu près 10 fois. Tu as 10 clientes qui t'ont parlé de tel produit en 1 an, puis tu n'y as pas pensé. Bien là, tu vas peut-être offrir ça dans ta gamme de produits. Donc, j'aurais tendance à ne pas partir avec des
des objectifs préconçus sur pourquoi on veut de la donnée. OK, j'aime ça, j'aime ça. Fait que dans le fond, se garder, récolter ce que les clients nous parlent pour pouvoir s'ajuster aussi. Puis c'est vrai qu'on a tendance, l'humain, travailleur autonome, petite entreprise, parce que c'est moins organisé qu'une grande PME, de dire, je vais m'en rappeler. Mais quand ça fait plusieurs semaines, années, des fois, on oublie. Fait que le fait de l'avoir noté, c'est toujours bon. Puis des fois, on a l'inverse aussi. On a l'impression, exemple, je reprends ton idée de produit. Tout le monde parle de, je sais pas moi, tu as un resto, puis là, ils parlent comment vegan, ils aimeraient ça, ils te demandent, as-tu des assiettes végétariennes? Des fois, on va avoir l'impression qu'il y a plein de monde qui nous le demande quand c'est peut-être arrivé une fois qu'il y a eu 2 personnes. Fait que, quand tu l'écris, ben, c'est vrai que tu regardes tes résultats, tu vas dire, OK, oui, j'ai vraiment beaucoup de demandes, ou non, c'est juste un hasard que cette journée-là, j'en ai eu plus, mais après ça, plus personne ne m'en parle. Fait que, exact. Ça permet d'avoir des données un peu plus concrètes, puis notre cerveau, des fois, il nous joue des tours. Fait que je pense que ça peut être un bon point aussi à ne pas négliger. Je suis absolument d'accord. Puis, si je peux donner un autre exemple par rapport à où la donnée peut nous mener, puis sans lien un peu avec la relation et la personnalisation qu'on disait tantôt, j'aime donner l'exemple que si tu as 200-300 clients, mais je ne pense pas que chaque client a la même fréquence d'achat, a la même manière de te parler, a la même relation avec toi. Fait que, si tu fais de l'infolette ou de la prospection, ou peu importe le contact que tu fais, tu devrais te créer des segments. Oui. Tu ne devrais pas contacter. Tu devrais te faire 2, 3, 4 segments où tes top clients, comme on parlait tantôt, les clients dormants. Si tu fais ça, tu optimises ton moyen de contact et la personnalisation que tu as apporté tantôt. Ça, les résultats le prouvent. Là, à chaque fois que tu crées des segments, tu as beaucoup plus de résultats que si tu envoies la même infolette à toute ta base de clients qui ne parlent pas nécessairement le même langage. Parce que dans notre ère, on est plus dans un mode de personnalisation, tu sais, qu'on passe par Facebook ou par les infolettes. Les gens ont envie d'avoir l'impression qu'on s'adresse juste à eux. Ils veulent plus un panneau sur l'autoroute là, en disant venez acheter chez nous, on est les meilleurs. Ils veulent avoir le sentiment que tu leur parles, peu importe la grosseur de l'entreprise. Fait que c'est vrai qu'en ayant des segmentations précises, on va dans les grandes boutiques. Si moi, je vais magasiner puis je veux ce chandail-là, mettons, ben je ne l'ai pas mis dans mon panier d'achat puis tu me renvoies exactement le même style dans tes prochaines infolettes, j'ai plus de chances d'acheter que si je regardais pour un chandail puis tu m'envoies des bottes. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, la segmentation permet au moins d'avoir un message qui est plus uniforme. Fait que la personne a le plus l'impression qu'on s'adresse à elle. Oui, exactement. Puis si je peux prendre ton exemple du panneau sur le bord d'autoroute, moi, j'y crois encore quand on a le budget. Le panneau sur le bord d'autoroute, ce n'est pas pour attirer de la clientèle. Dès aujourd'hui, c'est des campagnes de notoriété. Tout à fait. Ça vient dans une grande campagne de il t'a vu sur Facebook, il a visité ton site web, tu l'as retargeté avec des bannières ensuite, et etc. Puis finalement, il a vu ton panneau sur le bord de l'autoroute, puis il fait je devrais peut-être y aller. Ou du moins, si c'est un client existant, puis il voit ton panneau, parce que mettons que dans ta donnée, tu réalises que dans ta ville ou peu importe la ville, il y a une certaine ville où il y a énormément de clients dormants. OK? Alors, ça pourrait être ça, la donnée. Tu réalises que tu as 25 de tes clients dormants qui sont dans cette ville-là. Peut-être qu'un panneau sur le bord de l'autoroute, qui coûte quand même quelques milliers de dollars par mois, pourrait juste réactiver la petite flamme pour ta marque, puis faire en sorte qu'ils reviennent. Tout à fait. Faire un impact. Ouais. Fait que tout ça à partir de trucs. Fait qu'on est loin de la petite carte fidélité où est-ce que tu punchais le nombre de fois que tu étais allé puis tu avais un cadeau gratuit. On s'entend que ça, c'est comme la technique classique pas de rétention, mais de fidélisation de clients. Que maintenant, on l'utilise des fois, mais faites complètement différent, cette petite carte fidélité-là. C'est plus juste ça, fidéliser un client. Là. Non, mais si on y va à plus grande échelle, on pense à la SAC, par exemple, ou les plus grandes entreprises qui ont des cartes fidélité, c'est rendu des cartes numériques avec ton profil que tu scannes. Mais la beauté de ces programmes-là, c'est qu'en arrière de ça, ils ont des profils sur toi, ils ont des données, ils ont toutes sortes de variables, ils ont tous tes achats. Si on pense au Air Miles, ils cumulent la totalité de tes achats, puis ils savent exactement à quel IGA tu as acheté tes bananes, quel jour, en quelle année. Donc, à plus petite échelle, il y a moyen, peut-être par une carte fidélité automatisée. Je connais des réseaux de franchises au Québec qui ne sont pas nécessairement très gros, qui ont une belle petite carte que tu scannes à chaque fois que tu passes. Puis eux, ils accumulent la donnée sur ta clientèle. Puis ça, ça prend un certain temps à implanter, mais
c'est faisable au niveau de la PME, là, d'avoir une carte plus automatisée de Oui, mais fidélité. maintenant, il y a aussi de plus en plus d'entreprises de comptabilité bien pas comptabilité, mais de POS qui vont, par exemple, en machine de caisse. OK, je vais donner un nom direct, là, Lightspeed, par exemple. Lightspeed, bien, eux autres, c'est un système de POS. Fait que tu scannes, c'est enregistré dans l'inventaire. Et ils ont développé aussi une carte fidélité. Fait que c'est développé à même la compagnie qui a déjà toutes tes données. Fait qu'ils rajoutent des éléments supplémentaires, puis ça ne coûte pas si cher que ça mensuellement par rapport à implanter un système toi-même. Fait que maintenant, il y a de plus en plus de business comme ça qui l'inclut, ce qui fait que le client, bien, il est déjà dans ta liste de données parce qu'il a acheté chez vous. Fait que la carte fidélité, elle te coûte peut-être, je ne sais pas moi, ça te coûte 100$ par mois pour avoir des cartes fidélité. C'est rendu accessible maintenant. C'est plus du développement sur mesure comme c'était il y a pas longtemps aussi. Fait effectivement, ça s'en vient accessible. On a moins de flexibilité que la SAQ parce que les autres, on s'entend que c'est eux qui le développent. Là, ils font ce qu'ils veulent. Mais je trouve que c'est une belle opportunité maintenant pour les petites entreprises aussi. Oui, il y a moyen de s'inspirer des grands pour faire de quoi plus petit. Puis souvent, pour avoir rencontré certains entrepreneurs, ils se disent ah, ça doit être complexe de faire ça, j'ai pas les moyens de faire ça, mais il y a moyen de faire dans un gros programme de fidélité quelque chose au niveau de la PME. Pas nécessairement automatisé, pas nécessairement avec des gros logiciels, mais j'y crois. Puis un de mes buts, c'est vraiment de démocratiser l'intelligence d'affaires ou l'intelligence marketing au niveau de la PME. Tout à fait. Il faut aussi mettre un point important là-dedans, c'est quand on développe un programme de fidélité par rapport avec par exemple, avec des points psy, bien, il faut qu'il y ait une offre de plus aux clients. Il faut qu'il ait l'impression que le fait d'avoir une carte fidélité, ils vont avoir un plus. Mais ça, c'est du temps aussi qu'il ne faut pas oublier de le mettre. Il faut que l'entreprise soit prête à investir du temps puis à trouver l'idée qui va justement permettre que cette carte fidélité-là va être meilleure ou va attirer plus de monde parce que les gens vont avoir l'impression que c'est un plus. C'est un système de points. Bien, il faut que tu envoies des promotions, il faut que tu envoies un courriel automatique pour dire hey, tu es rendu à tant de points que ça, hey, tu fais ci, fait qu'il y a du travail quand même en arrière de ça. Il n'y a rien de magique, mettons. Non, absolument. Puis il y a du travail sur deux grandes branches, probablement plus, mais moi, mes deux grandes branches, je reviens à ce que je te disais tantôt. Un, connaître ses clients. Qu'est-ce qu'ils veulent comme cadeau, mes clients? Qu'est-ce que vraiment va faire en sorte que lorsqu'ils vont avoir 7 points, ça va les charmer assez pour les garder? C'est important de bien connaître ses clients. De l'autre côté, qu'est-ce que la concurrence offre? Est-ce qu'ils ont des programmes de fidélité? Si oui, c'est quoi leur force sur leur programme? Qu'est-ce qu'ils offrent? On peut aussi regarder leurs faiblesses, c'est certain, mais après ça, on peut positionner notre programme pour se différencier et faire en sorte que les gens nous aiment nous, mais nous aiment aussi notre programme. Tout ça va aller ensemble. Donc, on regarde les clients, on regarde aussi la concurrence. Oui, la concurrence, c'est souvent quelque chose que les PME ont peur de regarder. Ils veulent pas copier, ils veulent pas, mais en même temps, tu as besoin de savoir ce que les autres font pour savoir, toi, comment tu peux le faire, de quelle manière tu peux le faire. Fait que tu n'as plus le choix de regarder un peu ce que les autres font. Tu n'as plus le choix. Puis en fidélisation, je pense que c'est essentiel parce que surtout si ta relation est très, très basée sur le prix, mais on s'entend que de moins en moins, on s'éloigne de ça. Là, en voulant dire ça s'améliore. Les gens, ils aiment ta marque souvent pour l'humain qui est derrière ou pour la qualité du produit ou pour la localisation ou peu importe la raison. Mais moi, je le dis tout le temps, c'est super important de connaître ses concurrents. Si ton cycle de vente est très, très long puis que ça ne bouge pas trop dans ton industrie, tu peux les regarder moins souvent. Mais si ça bouge beaucoup, c'est important de rester collé sur eux, que ce soit manuellement ou avec des logiciels. Mais en regardant la concurrence, on peut mieux se positionner pour adapter encore une fois notre message à nos clients, puis faire en sorte de comprendre comment rétentionner nos clients pour pas qu'ils aillent chez la concurrence. Tout à fait. Donc, il y a énormément d'informations qui dorment chez la concurrence quand tu ne la regardes pas. C'est vrai. Puis je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de la regarder. Puis pas juste une fois, il y a 3 ans quand tu as fait ton plan d'affaires. Oui. C'est quelque chose en continu. Mais souvent, c'est ça l'erreur que tout le monde fait. On part sur des grandes idées, on fait tout d'un coup, mais après ça, tu oublies de regarder l'évolution que ça prend, où est-ce qu'ils sont rendus. Fait qu'il faut que tu le fasses de manière constante. Je pense qu'une fois par année, tout entrepreneur devrait faire une veille de ses concurrences aussi, de ses concurrents, voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qu'ils ont rajouté de nouveautés, parce que souvent, ça va aussi nous donner des idées pour améliorer notre propre business. Oui, puis ce qui est super tendance, c'est de regarder la concurrence en termes de présence web. Que ce soit les réseaux sociaux, les blogs,
peu importe la présence qu'ils ont sur le web, les avis Google, j'adore aller lire les avis Google de mes concurrents ou les concurrents de mes clients. Quand quelqu'un a 100 avis Google, là, il y a de l'information qui dort là, que ça soit négatif ou positif. Tu le sais ensuite sur quoi te baser pour te battre contre les avis positifs ou rentrer dans l'opportunité des avis négatifs. Donc, allez juste voir, je lance l'exercice à tous ceux qui nous écoutent. Allez voir les avis Google de 2-3 de vos concurrents aujourd'hui, puis prenez le temps de lire les commentaires. Vous allez peut-être allumer sur quelque chose de hey, à cause que lui, il y a ça, ben moi, je vais faire ça de cette manière-là, ou je vais me différencier de telle manière. C'est très simple à faire, là. Ça prend 5 à 10 minutes. Vous pouvez prendre des notes ou ne pas en prendre, mais allez juste lire les avis Google de vos concurrents pour le fun. Parce qu'il n'y a rien de magique hein, quand tu as une business, là, peu importe la grosseur, il n'y a rien de magique. Il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu travailles, puis il faut que tu saches qu'est-ce que tes clients ils veulent, comment ils veulent, que tu fasses de la réparation de toit ou que tu sois plombier ou que tu vendes des vêtements en ligne. Peu importe c'est quoi ta job, dans tous les domaines, il faut que tu saches c'est quoi que les autres ils font, pas juste sur le prix, mais sur leur stratégie. C'est comme ça qu'on va être capable de se différencier aussi. Oui, c'est super bon, autant pour t'en inspirer ou pour te différencier. Tu sais, le monde, ils ont souvent peur de copier, mais on peut changer le mot copier par inspirer. Il y a moyen de s'inspirer de quelque chose que la personne vient de faire sur son blog ou comme publicité. Puis après ça, il faut juste trouver un petit twist pour essayer de l'adapter à notre modèle à nous. Mais c'est super. Moi, je pense qu'il faut garder la présence web des concurrents sur une base quand même régulière. Hebdo, mensuel, puis encore plus si vous faites affaire avec une agence qui fait vos publicités ou vos contenus web, demandez à l'agence de le faire pour vous ou faites-le, puis envoyez-leur l'info que vous avez colligée. Mais il faut regarder ce que les autres font sur le web pour déterminer peut-être des menaces à venir, des opportunités à prendre. Donc, il y a plusieurs raisons de regarder la présence web de la concurrence. Là. Tout à fait. En conclusion, c'est avec une chose que tu aimerais que le monde retienne sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça serait quoi? De mieux connaître ses clients et ses concurrents. Il y a probablement une mine d'or d'informations qui dort là, qui pourrait vous générer de la croissance dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, puis peut-être même une croissance durable dans les prochaines années. Super. Puis, Charles-Olivier, si on veut te rejoindre, comment on fait? Très simple. Pour le moment, vous pouvez vous rendre sur LinkedIn. Vous cherchez soit simplement mon nom, Charles-Olivier Forget, ou ma page Subconscience Intelligence Marketing. J'ai aussi une présence sur Facebook. On a une page Subconscience Intelligence Marketing sur Facebook. Donc, toujours très rapide sur les messages. N'hésitez pas à me contacter directement sur le web. Excellent. Un gros merci pour ton temps. Fait que, sur ça, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Bye bye.